tous, merci encore d'être avec nous au sommet du Grand Paris, 5e édition. On ne pouvait pas évidemment faire l'impasse sur la crise du logement, une urgence écologique et sociale. Un petit rappel historique, c'était il y a 12 ans, 3 mois et 17 jours, évidemment, vous avez tous compris, je parle de la loi relative au Grand Paris, qui a été promulguée par le président Sarkozy. Elle fixe alors à 70 000 le nombre de nouveaux logements qui doivent sortir chaque année, d'autant que 50 000 nouveaux habitants arrivent tous les ans en Île-de-France. Marc Villan, bonjour. Vous êtes président de la Fédération des promoteurs immobiliers d'Île-de-France. Vous connaissez cette région comme votre poche. Est-ce que le pari est tenu, d'une part, et comme on l'entend parfois, la Fédération des promoteurs immobiliers nationale, est-ce qu'il faut jeter la pierre aux maires qui ne délivrent pas assez de permis de construire? Il marche. Bonjour. Bonjour à tous. Le pari est loin d'être tenu, puisqu'on voit en ce moment, depuis 2021, depuis 2019 à vrai dire, un effondrement de la production de logements qui s'est évidemment accentué en 2020. Aucun effet de rattrapage en 2021 et 2022 au premier semestre va être nettement moins bon que 2021. Donc on a à la fois une crise de l'offre, on ne produit pas assez de logements, et une crise de la demande, puisque aujourd'hui, on voit que les prix augmentent sous l'effet des hausses de matériaux, sous l'effet du foncier et sous l'effet des problèmes bancaires. Alors, les maires, je vais être provocateur, je vais dire... Il y en a quelques-uns dans la salle, donc voilà, non, justement, je vais dire surtout pas les maires. Les maires, ils sont juste en première ligne, et leur attitude est la conséquence d'un système, et d'un système en Île-de-France de production qui n'est plus du tout adapté aux enjeux de la région. La région, je ne résiste pas, c'est quand même que 2% du territoire national, mais c'est 18% de la population, 31% du PNB, 50 000 habitants de plus, mais c'est aussi 1h30 de transport. Quelqu'un venait de Nantes, je crois, dans la précédente table ronde. Moi, j'ai un pied à Saint-Malo, je peux vous dire que je suis à 10 minutes de tout. Donc 1h30 de transport. La ville du quart d'heure, c'est Saint-Malo, en fait. Comment ? La ville du quart d'heure, c'est Saint-Malo ? Oui, en l'occurrence, oui. 1h30 de transport, 24% des gens qui disent qu'ils sont en suroccupation et 50% des jeunes jusqu'à 35 ans qui restent dans leur famille. Bon. Donc, il va bien falloir produire. Les maires sont en première ligne, mais les maires ne sont pas du tout aidés. Alors d'abord, ils ne sont pas aidés financièrement. Je vais faire un tout petit peu de politique syndicale. Nous, on propose de flécher une partie de la TVA aux maires bâtisseurs. Mais est-ce que pour les promoteurs, on demande toujours à l'État? Comment ça se fait? Excusez-moi, mais non, c'est la même TVA, mais c'est une répartition différente de la TVA. Voilà. Dit comme ça. Si vous voulez, aujourd'hui, les maires ont des problèmes d'équipement public. On voit qu'en plus, il va falloir faire des économies sur la gestion de ces équipements publics, des économies d'énergie. Ils ont des problèmes techniques. Éric Césari parlait d'une agilité réglementaire. Mais quand on regarde la difficulté et le manque de transparence qui résulte de tous nos documents d'urbanisme, du SDRIF, au PLUI, au STRADET, à tout ça, comment un maire peut faire comprendre à sa population la nécessité de construire? C'est absolument incompréhensible. Et nous appelons de nos voeux un PLU ou un document numérique global sur la région Île-de-France. Et j'ajouterais que cette région, elle est très différente, si vous voulez. Quand on parle du Grand Angers, de ces communautés d'agglomération, on comprend ce que c'est. Le Pays Malouin aussi. Mais les communautés de communes en Île-de-France, qu'est-ce que ça veut dire? On ne veut pas traiter, je vais en terminer là, mais on ne veut pas traiter cette région avec ses spécificités. On ose à peine la traiter avec ses spécificités sur le ZAN. Cette région, on n'y vit pas très bien, elle est très productive. Il faut à la fois qu'elle ait des documents d'urbanisme, une agilité différente, une gouvernance différente et très cohérente, et qu'on aide les gens à mieux vivre dans cette région. Vaste programme pour la Banque des Territoires. Richard Curnier, Marc Villan m'offre une très bonne transition. Vous êtes directeur régional de la Banque des Territoires Île-de-France depuis 1 an, le bras armé de la Caisse des dépôts, notamment pour le financement du logement social. La semaine prochaine a lieu le congrès HLM à Lyon. Il y a un décalage entre 1 à 11 entre l'offre et la demande de logement social en Île-de-France. Rendez-vous compte, sur les 700 000 demandeurs en Île-de-France, il y a 60 000 qui se font attribuer une place chaque année. C'est pas grand-chose.
Le relèvement du taux du livret A à 2% ravit tous les épargnants que nous sommes, mais va coûter 2 milliards d'euros aux bailleurs sociaux. Concrètement, Richard Cornier, quelles solutions pouvez-vous apporter aux bailleurs sociaux pour faire face à ce double défi, loger les gens et financer la production de logement social? Ah, problème de micro. Stéphane, s'il vous plaît, si vous pouvez lui prêter. Non, c'est pas mieux. Marc. Merci. Ah, on y arrive. Bon, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, effectivement, je voudrais quand même rappeler le sujet du taux du livret A. Parce que le taux du livret A, il est indexé, il est calculé avec une formule. Et cette formule tient compte à la fois des taux courts, mais aussi de l'inflation. C'est le sujet, d'où son augmentation à 2%. Alors, vous avez raison, hein, ça permet à l'épargnant, finalement, d'avoir une augmentation des taux. C'est 55 millions de Français qui ont un livret A. Et je suis sûr que dans la salle... Et combien de franciliens, vous demanderez Marc Villon? Il y en a beaucoup, mais il y a au moins dans la salle, je pense qu'il y a 98% des personnes qui ont un livret A. Donc, en revanche, le vrai sujet, c'est que le financement du logement social se finance grâce à cette épargne réglementée. Hein, une épargne, c'est 360 milliards au niveau national, le livret A. C'est quand même assez colossal. Donc, du coup, il va y avoir un impact, vous avez raison, sur le financement des opérations des bailleurs sociaux. Mais ce n'est pas tout à fait 2 milliards, hein, c'est 1 milliard. C'est important quand même, je vous l'accorde, mais cette augmentation, elle est lissée dans le temps. Elle est lissée dans le temps. Vous savez que nous avons cette capacité, à la Banque des Territoires, de faire des financements très longs. Il faut dire la durée, 50 à 80 ans. Toutes les 50 à 80 ans. Oui, on prend l'épargne, on prend votre épargne et on la transforme sur des durées de financement longues pour permettre finalement aux bailleurs sociaux de construire plus, d'acheter en VFA, Monsieur le Président, auprès de vos adhérents, et surtout, et de réhabiliter. Donc, cette augmentation, elle va peser sur les finances des bailleurs sociaux. Il y a un sujet aussi, n'oublions pas qu'il va y avoir l'augmentation de l'IRL également. Donc, les bailleurs sociaux vont augmenter aussi leur loyer. Peut-être ne vont pas appliquer l'augmentation au plafond, puisque c'est 3,50, l'augmentation 3,50%. Mais il va y avoir un adossement entre finalement la dette et aussi l'augmentation des loyers. Bon, il faut tenir compte aussi des augmentations des charges d'exploitation liées à cette inflation. Donc on fait quoi? On fait beaucoup de choses à la Banque des Territoires, on réaménage, on restructure la dette. On a un encours de 60 milliards sur les bailleurs franciliens, c'est quand même assez considérable. Donc on rallonge la dette, on restructure, on fait des prêts participatifs. Hein, vous savez, des offices publics qui n'ont pas d'actionnaires, il faut renforcer les fonds propres. Et donc, on souscrit des titres participatifs auprès des bailleurs, on leur donne des moyens financiers pour qu'ils construisent plus et qu'ils réhabilitent plus. Voilà, vous savez vers qui vous tournez désormais pour aller chercher des financements si vous êtes dans le secteur HLM. Sophie Ménet, directrice générale du pôle immobilier résidentiel de GA Smart Building, bonjour. À votre micro aussi, Sophie, décidément. Pour Bonjour revenir à à tous. quand même ce thème global qui est l'urgence sociale de loger tous les franciliens, qui ont été évoqués par nos deux précédents intervenants, est-ce qu'il n'est pas venu aussi le temps de raccourcir les délais de livraison? Est-ce qu'on sait quand est-ce qu'on achète un appartement sur plan, mais on ne sait pas toujours, désolé Marc, quand est-ce qu'il sera livré? Alors, bien vu de parler de délai pour une spécialiste de la construction hors site, parce que je peux en 2 mots dire ce que c'est que la construction hors site. C'est le principe de préconstruire en usine et ensuite... Pardon ? Parle bien près du micro. Ah, pardon. Le principe de la construction hors site, c'est de concevoir, de préfabriquer l'ensemble des composants de l'acte de construire dans des usines et ensuite de venir les assembler sur chantier. Alors, moi, je partirais d'un constat, c'est qu'aujourd'hui, finalement, la construction, c'est la seule industrie qui n'a pas fait sa révolution. Aujourd'hui, on constate qu'on continue à construire comme il y a 50 ans, et quand on regarde les statistiques, on a même régressé. En fait, on construit de plus en plus long, avec un délai de plus en plus long, et on a de plus en plus de réserves. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, effectivement, il faut qu'on produise plus, il faut qu'on produise aussi beaucoup plus vite. Donc, on a 2 solutions, il faut s'attaquer au neuf, il faut s'attaquer à la rénovation. Et pour moi, un des enjeux de travailler sur le sujet de délai, c'est de parler de la réindustrialisation des territoires. Parce que remettre une partie de l'acte de construire dans nos usines, ça nous permet de décongestionner les villes et de rendre l'acte de construire beaucoup plus acceptable aussi pour nos élus. Ça nous permet de remettre des offres de l'emploi qualifié
dans le métier du Pour ceux qui ne bâtiment. connaissent pas la construction en site, il faut rappeler moins de rotation de camions, moins de nuisances de Exactement. bruit, parce que l'assemblage se fait plus rapidement sur site. Enfin, voilà, rappelez un peu ces choses. Effectivement, alors je vais effectivement y venir. Comme vous le disiez, c'est en moyenne le fait de construire en hors-site et de construire en usine. Il y a énormément de choses qui sont préparées dans les usines pour uniquement être acheminées et être assemblées. On parle de 2 types de méthodes, la 2D pour 2 dimensions, c'est-à-dire qu'on préfabrique des planchers, des voiles, on arrive sur site, on les assemble. Ça permet de faire gagner 30 à 50% de délai sur le chantier. On peut aller beaucoup plus loin en faisant ce qu'on appelle de la 3D. Donc ces fameux planchers, ces fameux voiles vont être assemblés dans une usine. On va faire l'ensemble des corps d'état à l'intérieur de la pièce, de l'élément, du logement. Et ensuite, c'est cet élément structurel qui va être emmené sur site et assemblé sur site. Alors, moi, j'ai un deuxième élément par rapport à l'industrialisation, et je sais que ça vous tient à cœur, c'est le dieu du taux. Le dieu du taux. On avait effectivement évoqué cette belle formule lors de la préparation de la table ronde. C'est un élément qui est important parce que je pense qu'il y a encore peu de temps, on ne se préoccupait pas de construire plus vite. Parce que le temps, c'était pas forcément de l'argent dans nos métiers. Aujourd'hui, ça le devient à la fois pour les investisseurs, mais aussi pour les particuliers, parce que c'est eux qui attendent finalement et qui nous permettent, à nous, promoteurs, de prendre notre temps et de trouver la solution pour construire. Et puis, le dernier élément que je vois aussi sur le sujet des délais, c'est d'offrir un vrai produit concurrentiel dans le neuf à l'ancien. On se rend compte dans les différents questionnements qu'on peut avoir qu'il y a plus de 80% de nos acquéreurs qui ne trouvent pas une solution dans le neuf. Et je pense que quand on sera capable de leur adresser une solution neuve en 6 mois, 1 an, on retrouvera un vrai potentiel de propriétaires occupants. Merci pour la transition. J'espère que vous ne mettrez pas les notaires au chômage. A priori, non. Olivier Side, le président de la Chambre interdépartementale des notaires de Versailles. Maître, justement, vous voyez au quotidien des acquéreurs, les difficultés que rencontrent les maires. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour inciter les maires à construire ? Alors je sais, j'aurais pas forcément de réponse immédiate et que je soulignerai ce que disait Marc Villan il y a quelques minutes. Je pense que c'est plus qu'est-ce qui pourrait être fait pour les aider. Et moi, le constat que je pourrais simplement tirer en tant que praticien de terrain, praticien du droit, praticien en zone alors moins dense que la zone immédiatement agglomérée de la métropole du Grand Paris. Mais ce que je constate, moi, tout simplement, c'est les courbes de délivrance des permis tous les 6 ans qui sont calées à peu près sur les mandats des maires. Et c'est vrai que 1 ou 2 ans avant l'élection, on sent que le ralentissement est fort. Derrière, délivrer des autorisations d'urbanisme est un acte qui est long, qui est complexe, souvent qui nécessite une modification, une révision des PLU. Ce qui fait que la fenêtre de tir dans laquelle on voit, enfin moi c'est ce que je constate dans les Yvelines et le Val d'Oise, on voit le gros des permis sortir finalement est assez courte à l'échelon d'un mandat de 6 ans. C'est assez court, l'acte de construire est long et je ne jette pas la pierre au maire parce que c'est compliqué déjà d'expliquer qu'on va être réélu dans une ville qui est en chantier. Il est quand même encore compliqué de faire admettre à la population qu'il faut construire en zone agglomérée, qu'il est nécessaire de rebâtir la ville dans certains endroits, de réaménager le territoire. Alors ça paraît peut-être plus évident dans la zone dense de la métropole. Quand vous la quittez, cette zone dense, c'est quand même beaucoup moins évident dans l'inconscient de la population et le rôle des maires est difficile à ce niveau-là. Où se trouve à peu près la frontière pour vous, entre là où c'est acceptable et là où c'est plus compliqué ? Pour moi, déjà, il faudrait que la population, et ça, je pense que l'État a un devoir pédagogique là-dedans, il faudrait que tout le monde comprenne que le modèle unique de rêve du pavillon avec jardin, ça ne pourra pas marcher partout. Ouais, c'est-à-dire que Emmanuel Vargon, il y a 1 an, qui est la ministre du Logement, qui disait l'idéal du pavillon avec jardin est un modèle qui n'est plus soutenable. Alors, elle a peut-être dit de manière un peu brutale, mais il est plus soutenable partout. C'est-à-dire qu'on peut avoir un pavillon avec jardin dans une commune lointaine, mais on ne peut pas l'avoir partout, même en région parisienne, même nous dans les Yvelines, qui est un très beau département, tout le monde ne pourra pas avoir son pavillon avec jardin. Sinon, on continue ce qui a été déroulé pendant des décennies, c'est-à-dire l'horizontalité de l'urbanisation et avec toutes les catastrophes écologiques et sociales qui en découlent. Donc je pense que
cet aspect-là, il débloquera peut-être un jour si tout le monde prend conscience de la nécessité de construire intelligemment. Alors il y a un travail de pédagogie et les maires sont très tiraillés entre la nécessité d'écouter les administrés et la nécessité de bâtir. Et la deuxième réflexion que je voulais avoir, alors c'est également pour rejoindre un petit peu ce que vous disiez, Marc Villon, là c'est plus le point de vue du juriste, c'est la lisibilité des règles. Honnêtement, aujourd'hui, le droit de l'urbanisme, je dirais le code de l'urbanisme, pour faire un raccourci, est en situation d'obésité. C'est le moins qu'on puisse dire. Et à défaut d'entamer un régime, il faudrait peut-être stabiliser la situation. Il est quand même sidérant de voir la vitesse à laquelle le code de l'urbanisme a grossi. L'acte de construire s'inscrit dans une temporalité longue. Et pourtant, Julien de Normandie, il y a 5 ans, nous avait promis de diviser. Ah oui, mais là, vous savez, justement, enfin, moi, ce que je constate, de toute façon, chaque ministre du logement, ils sont tous très brillants, mais tout le monde va avoir sa loi. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, quand vous êtes juriste, vous voyez... Quelqu'un a déjà dit qu'il ne voulait pas mettre son nom sur une loi de défiscalisation. Désolé, messieurs les promoteurs. Voilà. Mais en fait, chacun va avoir sa loi. Une loi, ça met 10 ans à peu près à être digérée, acceptée. On nous change les lois en permanence. Comment voulez-vous qu'une collectivité de moyenne importance comprenne quelque chose dans ce maquis juridique? Ça nécessite des moyens humains que les collectivités territoriales n'ont pas toujours pour instruire les autorisations d'urbanisme. Résultat, vous fragilisez les autorisations qui sont délivrées un peu précipitamment. Vous faites le bonheur de cabinets d'avocats qui vont évidemment diligenter des recours. Donc cette espèce d'hystérie et d'inflation législative, il faudrait, à défaut de la diminuer, au moins l'arrêter. Et puis, alors moi, un point qui m'irrite toujours particulièrement, ce qu'on nous sort régulièrement, c'est les mots « choc de l'offre ». Alors, on a l'impression que dans le logement, on va nous faire un choc de l'offre. On l'a entendu pendant la campagne de 2017, mais voilà. on ne l'entend plus depuis. Voilà, on l'a entendu, si vous voulez, et il faut voir que le foncier, l'immobilier, l'urbanisme, ce n'est pas la bourse. C'est-à-dire que prévoir des réductions sur les plus-values, sur les ventes immobilières, ce que l'on a vu sur les dernières mesures qui ont été prises, c'est que ça n'a pas été efficace. Au mieux, ça a renchéri encore le prix des fonciers, puisque les propriétaires y voyaient une aubaine pour monter le prix des fonciers. Mais en fait, tout ça n'a pas de sens. Et encore une fois, on est vraiment dans du temps long. Et à minima, mesdames et messieurs les législateurs, laissez-nous, avec les outils juridiques qui composent le Code de l'urbanisme, fonctionner. Créons avec les professionnels, les juristes, imaginons. Nous tenons chaque année les notaires un congrès, et on l'a déjà répété à plusieurs reprises. Arrêtez de nous sortir en permanence des législations. On ne peut plus, et les maires ne pourront plus, si vous voulez, on ne peut pas les inciter ainsi à construire. On fera passer le message à l'Assemblée nationale qui vient d'être élue et aux sénateurs franciliens qui sont en campagne et dont les élections sénatoriales auront lieu dans un an tout pile. Stéphane Aubé, je pense que tout ce qui vient d'être dit vous parle. Vous êtes promoteur, président de Green City. Concrètement, alors comment vous, sur le terrain, vous parvenez à convaincre les maires de l'urgence sociale, je ne vais pas rappeler tous les chiffres qu'on a dit tout à l'heure, de l'urgence sociale de loger les populations? Parce que les populations déjà logées déposent des recours, on ne va pas refaire l'histoire. Alors comment vous arrivez à convaincre la population, le maire, pour que ça fonctionne et que ça sorte les opérations? Alors si j'y parvenais à chaque fois, je pense que tous mes confrères viendraient me voir pour me demander comment j'ai fait, mais c'est pas la recette miracle. Non. D'abord, il faut partir d'un constat, c'est de savoir où il faut construire. Et il se trouve que dans le Grand Paris, dans la métropole du Grand Paris, il y a un réel besoin de logement parce qu'il y a une attractivité économique qui font que les gens viennent dans la métropole du Grand Paris pour travailler. Et je prends souvent l'exemple de l'usine d'Amiens qui avait fermé il y a quelques années, où c'était un drame parce qu'une usine avait fermé, et en effet, les gens, ils n'allaient pas retrouver de travail, et donc il allait falloir qu'ils partent de leur région, parce qu'à Amiens, en effet, s'il y a une usine qui ferme, c'est dramatique, parce qu'il n'y a pas forcément la possibilité de retrouver un emploi derrière. Et sur la métropole du Grand Paris, il y a cette chance d'avoir une attractivité économique extraordinaire, et cette chance, ça a pour conséquence d'attirer de la population, et on a, je crois que c'est 50 000 nouveaux habitants, voilà, plus 50 000 nouveaux habitants par an sur la métropole du Grand Paris. Donc en effet, il y a un besoin de loger ces populations, et ça je pense que les maires le comprennent très bien, ils le comprennent, mais il se trouve que les habitants qui sont sur place ne le comprennent pas toujours très bien. Voilà. Et ils ne comprennent pas qu'ils habitaient dans un quartier un petit peu pavillonnaire et puis qu'il y a quelques immeubles qui se construisent. Voilà. Et ça, c'est aussi notre rôle, les promoteurs,
C'est rendre cette ville dense acceptable. Voilà, de rendre cette modification du paysage urbain acceptable, et ça va aussi par la qualité de ce qu'on produit. Et moi, je pense que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est beaucoup mieux que ce qu'on faisait il y a 30 ans. Moi, je ne suis pas je suis pas de ceux qui disent c'était mieux avant. Non, moi, ça fait 30 ans que je suis promoteur, Marc Villan un petit peu plus que moi. Marc, vous nous direz après combien de temps ça fait. Et je pense réellement que ce qu'on construit aujourd'hui, c'était mieux que ce qu'on faisait il y a 30 ans. Et on a progressé. On a progressé parce que le métier de promoteur s'est professionnalisé. Il est devenu beaucoup plus technique que ce qu'il était il y a 30 ans. Il y a 30 ans, il n'y avait pas un ingénieur chez un promoteur. Aujourd'hui, c'est devenu un métier très technique. C'est devenu un métier complexe, où on a plein d'exigences à prendre en compte. Et je trouve que ce qu'on fait aujourd'hui est beaucoup mieux qu'il y a 30 ans. Après, on peut encore faire beaucoup mieux. Et je pense que la qualité de ce qu'on produit, c'est essentiel pour convaincre un maire que oui, on va venir en effet perturber un peu le paysage, mais finalement, quand ça sera construit, ça sera très bien, et que les habitants vont nous remercier d'avoir construit cet immeuble. La qualité, la technique, l'urgence environnementale, je le disais en introduction. Le BTP, on le sait, c'est l'un des plus grands émetteurs de gaz à effet de serre. Réglementation environnementale des bâtiments neufs, RE 2020 pour les initiés. Plan local d'urbanisme, PLU, bioclimatique à Paris. Est-ce que, Marc Villan, aujourd'hui, dans le Grand Paris, c'est viable économiquement de respecter toutes ces normes écologiques indispensables en tenant compte des contraintes de qualité et techniques évoquées par Stéphane? Parlez bien près du micro. Oui. Alors, je vais revenir sur deux sujets, après je vous réponds. Donc, je crois qu'on est tous d'accord pour qu'il y ait un portage politique de la densité avec une pédagogie et aider les maires, les hommes politiques à être pédagogiques, et également un vaste toilettage de nos outils d'urbanisme. On a le numérique, on peut être transparent vis-à-vis de la population qui n'y comprend rien, donc qui est très anti-projet. Ça me paraît fondamental. En ce qui concerne la construction, c'est vrai qu'il n'y a eu aucune amélioration de la productivité dans le bâtiment. Notre réglementation est encore un frein, parce que, si vous voulez, quand un PLU décrit une corniche au millimètre, comment on fait pour industrialiser ce processus? Le ZAN va être un frein parce que... Le ZAN, pour ceux parce qu'on l'a pas zéro encore défini, artificialisation c'est nette. de 2050 de zéro artificialisation des sols, Voilà. et d'ici à 2030, il faut diminuer de moitié l'artificialisation des sols. Voilà, parce que implanter la moindre usine va être un petit peu compliqué. Hein. Donc ça fait quand même beaucoup de facteurs préoccupants. Alors, sur l'équation économique, elle se tend. C'est clair. Les prix ont atteint un plafond de verre. On voit cette année que les ventes, les réservations diminuent. Les prix sont devenus insoutenables. Et en même temps, nous sommes dans l'incapacité de maintenir nos marges parce qu'on est pris en étau. Hein. Il faut quand même être conscient qu'il y a le temps de la construction, 3 ans maintenant. Voilà. Mais il y a aussi le temps de la préparation. Et là, je dis 3 à 4 ans. Donc nos immeubles, ils sont toujours en retard. Ils dépassent le temps d'un mandat municipal de 6 ans. On revient à ce que disait Olivier tout à l'heure. Ils peuvent dépasser un temps municipal. Quand ils sont dans le temps municipal, on est ravis. Donc, tout ce temps de préparation, toute cette complexité politique, administrative, de gouvernance, tous ces manques de productivité font qu'on est très soucieux de la qualité. C'est vrai qu'on travaille sur la valeur d'usage. Et aujourd'hui, pour faire accepter la densité, il faut que les gens retrouvent dans nos immeubles des espaces partagés, du coworking, des bicycleries, des bibliothèques, qu'ils puissent accepter cette densité que tout Français, quelque part, refuse en lui-même. Hein, je crois qu'on est aussi le pays d'Europe où il y a le plus de résidences secondaires. C'est pas tout à fait par hasard. Jusqu'à il y a une génération, Je ne tous vois les pas Français... trop le lien que cause à effet, excusez-moi. Mais... Comment? Quel est le lien que cause à effet parce que le lien, c'est que les Français, s'ils habitent Paris dense, il faut absolument qu'ils aient un lien avec un territoire moins dense. Et donc, tout le travail pédagogique, c'est effectivement faire accepter cette densité. Et en faisant accepter cette densité, il va falloir travailler sur l'équation économique qui se tend.
Et alors j'en reviens à mon propos sur l'équation économique. Les immeubles ont été produits, conçus il y a longtemps avec des prix de foncier chers. Les prix des matériaux augmentent, le crédit augmente. On va se retrouver dans une situation extrêmement difficile. La banque, Richard Cognet, Banque des Territoires. L'équation économique est compliquée. Marc Villand vient de l'exposer. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce que vous pouvez faire pour aider tous ces professionnels à votre échelle? Très bonne question. Je vous prends un peu de cours, c'était pas prévu dans notre préparation. J'assume. Non, mais on met en place un tas de dispositifs. Hein. Encore une fois, nous, on s'occupe uniquement des bailleurs sociaux. Donc, on est là sur une frange. Mais c'est une part non négligeable de la population francilienne. Voilà. Donc, l'enjeu pour nous, c'est bien évidemment d'accélérer cette production, d'accélérer la réhabilitation. On parle tout à l'heure d'urgence environnementale. Donc, c'est de mettre en place des dispositifs. On fait travailler le livret A, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est vraiment la base pour nous, c'est travailler sur la dette, donner plus de moyens aux bailleurs sociaux. Nous avons aussi CDC Habitat, qui est une filiale de la Caisse des dépôts. La présidente de CDC Habitat, restez avec nous, interviendra sur la table ronde suivante. Donc, il y a eu l'opération 40 000 VFA. Donc, on renforce aussi, on recapitalise CDC Habitat pour permettre aussi de travailler sur ces sujets-là. Donc, il y a un tas de dispositifs qu'on met en place. Et puis, la semaine prochaine, vous savez, il y a le congrès de l'USH. Oui, il faut nous dire les annonces avant l'heure, s'il vous plaît. On sait qu'il y a un pacte État-bailleurs sociaux, mais on ne sait pas encore trop les contours. Vous ne pouvez pas nous dire un peu l'info avant-première? Il faudrait inviter le ministre pour vous en dire un peu plus. En tout cas, nous, on va cibler un peu nos interventions sur ce sujet de réhabilitation, d'accélérer ces sujets-là. Et mais je laisserai, et vous ne m'en voudrez pas, le directeur général de la Caisse des dépôts annoncer au Congrès la semaine prochaine. Donc il faut écouter Éric Lombard la semaine prochaine. Il faudra écouter Éric Lombard. Voilà. Et pour l'année prochaine, il faudra décaler d'une semaine un peu le sommet du Grand Paris pour permettre d'avoir des annonces finalement avant. Voilà. C'est noté, merci. Sophie Ménet, vous avez beaucoup parlé, comme nos précédents intervenants, je vais vous donner mon micro sinon, sur la réindustrialisation des territoires. Justement, comment on peut réindustrialiser en Ile-de-France? Parce qu'on peut le dire, je vous ai accompagné début juillet sur vos sites, dans vos usines de construction hors site, à Noir-Étabe et à Babigny. Si on fait un sondage dans la salle, qui sait que c'est en Haute-Loire, en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc comment on peut amener les usines de construction hors site au plus près du Grand Paris et donc de répondre aux besoins? L'urgence écologique, elle est là aussi. Ça, c'est une certitude. Et alors moi, je fais vraiment partie des gens qui sont convaincus. Ça fait pas 30 ans que je travaille, mais un petit peu moins de 20 ans. Et je pense effectivement qu'il faut arrêter de construire comme on a l'habitude de construire, parce que l'urgence, elle est là. Et que ça fait 20 ans, au moins, que je vois qu'on continue à avoir une succession de règles qui s'entassent. Et on se dit comment on va continuer à faire comme avant. On ne peut plus faire comme avant. Aujourd'hui, on nous demande dans 10 ans de diviser par 2 nos consommations énergétiques, la consommation de la fabrication de nos bâtiments. Donc il faut réfléchir à des modes constructifs qui sont différents de ceux qu'on fait aujourd'hui. Et pourquoi aujourd'hui on n'accepte plus nos logements? C'est parce qu'on livre des opérations de façon classique en 3 ans et qu'un acquéreur, quand il cherche sa maison, qui réserve encore 1 an avant, au bout de 4 ans, il a 2 enfants, etc. Et ce qu'on lui livre ne correspond plus à son usage du moment. Donc il faut travailler les délais, il faut travailler la qualité de ce qu'on livre, et effectivement, il faut aussi travailler l'impact environnemental. Donc pourquoi je parle d'industrialisation? Parce que ça a été pour moi assez flagrant quand je suis arrivée dans le groupe GA et de voir ce qui se passe dans les usines. Quand on industrialise, le premier sujet important, c'est de réduire l'utilisation de la matière première. On remet des gens dans des conditions de travail qui sont dans des usines et qui ont un salaire qui n'est pas le même que sur un chantier. Donc ça veut dire que pour retrouver un équilibre économique, on est obligé de travailler la réduction de la matière. Dans une usine, quand on peut faire une poutre, 2 poteaux, je prends souvent cet exemple, à la place de faire un voile, on fait une poutre et 2 poteaux. Donc la conclusion de tout ça, c'est que le premier élément, quand on industrialise l'acte de construire, on consomme 50% de matières premières en moins. Donc ça, c'est le premier sujet à faire, sachant que aujourd'hui, le bâtiment consomme 50% des matières premières disponibles en France. Une fois qu'on a fait ce travail-là, il faut se poser la question de quelle matière on met au bon endroit. Et pareil, je trouve que ça fait quand même des années qu'on oppose les matières en se disant il y a le bois qui est mieux que le béton, qui est mieux que le métal, etc. Arrêtons d'opposer ces matières.
Il y a des moments où le bois est le plus pertinent pour certaines choses, le béton pour d'autres. Il faut, optimiser, deux, mettre le meilleur matériau au bon endroit, et ensuite, il faut limiter l'utilisation des déchets. À Noir-Étable, pour ne pas la citer, on s'est posé la question dans les usines de savoir quels étaient les déchets à la fin d'une opération de logement. In fine, on n'avait que les sangles de portage des éléments bois, qui effectivement étaient des déchets et qu'on redonnait à des usines qui fabriquent des transats pour l'été. Et dernier élément que je donnerai aussi, parce qu'il me reste moins d'une minute, c'est l'obligation qu'on a aussi de ne plus produire les déchets de demain. Et quand on réfléchit à nos modes constructifs, quand on réfléchit à l'association de composants, on réfléchit aussi à des modes constructifs qui nous permettent derrière de recréer de la matière première lorsque l'on aura une démolition de nos bâtiments. Et ça me semble hyper important également. Merci Sophie Ménet. Merci messieurs. En vraiment 10 secondes, puisqu'il nous en reste 35, une idée clé, tout de suite applicable maintenant, pour résoudre la crise du logement en Ile-de-France. Allez, Stéphane Aubé, en deux mots. Facile. Oui. Non, moi, je voudrais juste revenir mes 10 secondes sur les réglementations et sur les industriels. Qu'est-ce qui nous a fait progresser, en vrai, depuis 20 ans dans le bâtiment? C'est les réglementations, même si je sais que d'autres, on peut être contre, mais à un moment, en France, personne n'est contre, ça fait débat. On est dans des pays latins et on ne progresse que si on est obligé. Et alors, nous, mais pire les industriels. Les industriels ne sortent des nouveaux produits que lorsqu'ils sont obligés de sortir de nouveaux produits. Et si on veut progresser aujourd'hui dans la construction de logements neufs, on a besoin des industriels et on a besoin que les industriels nous accompagnent. Mais pour ça, eux, ils sont un peu... Il n'y a que la contrainte qui les fait progresser, hélas. Olivier Thiel, en quelques mots aussi, s'il vous plaît. Oui, ça va être difficile en quelques mots, évidemment, mais j'ai tendance, moi, en tant que juriste, à dire, voilà... À défaut de simplifier le droit de l'urbanisme, ce qui est un chantier de longue haleine auquel chacun s'attelle en permanence, mais au moins stoppons l'inflation législative, laissons-nous avec les outils, il y a plein d'outils qui existent aujourd'hui et qui nous permettent de fonctionner. Moi je pense que l'aménagement du territoire, il y a des tas de problèmes. Je ne pense pas qu'il y ait un manque de foncier fondamental, il y a un problème de prix effectivement du foncier qui est complètement fou aujourd'hui, mais l'accumulation permanente des règles par-dessus tous ces problèmes-là contrarie fortement le développement et la construction. Merci, on n'a qu'une minute de retard. Merci beaucoup.